Notre impuissance tient à notre démission du processus constituant. Appel à la révolution pacifique pour un avenir commun, juste et éclairé. Françaises, Français, c'est notre heure. Nous sommes des millions. Citoyennes, citoyens de France, il est temps de se rassembler, de transcender nos différences, de dépasser nos clivages politiques et d'agir ensemble pour renverser un système corrompu, oppressif et inégalitaire. Un système où une infime minorité s'accapare les richesses, exploite la planète et détruit nos vies, pendant que la majorité souffre en silence. Ouvriers, profs, agriculteurs, étudiants, retraités, chômeurs, patrons de PME, parents, enfants, de Paris à la campagne, des cités au village. Nous votons différemment, nous croyons en des choses différentes, ou parfois en plus rien du tout. Mais il y a une vérité qui nous unit. Ça ne peut plus durer, bordel. Cette corruption, ces inégalités, ces injustices, tous ces fils de Satan qui nous emmènent droit dans le mur. Un petit groupe, une poignée de milliardaires, de politiciens corrompus, de profiteurs, de sociétés plus ou moins discrètes, décident pour nous tous. Ils s'enrichissent pendant que nos hôpitaux ferment, que nos écoles manquent de professeurs, que nos terres s'épuisent. Ils financent des guerres inutiles. Nous sommes en guerre. Polluent notre air, vendent nos richesses aux plus offrants. Ils nous rendent bêtes et serviles avec de la culture qui prône le narcissisme, la destruction, voire le satanisme. Quand même. Merde. Ils nous divisent pour mieux régner, nous laissent des miettes pendant qu'ils accumulent des empires. Et nous travaillons, nous payons, nous espérons. Pourquoi ? Pour un avenir qui rétrécit, pour des enfants qui hériteront d'un monde abîmé. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un choix crucial. Continuer à subir ou nous lever, unis et solidaires, pour reprendre notre destin en main. Nous avons tous constaté les mêmes dérives, l'appauvrissement des services publics, la destruction de l'environnement, l'explosion des inégalités, l'oppression des voix dissidentes et l'enrichissement sans fin d'une poignée de puissants. Chaque jour, nous sommes témoins de décisions prises dans les coulisses, loin du regard des citoyens, qui sacrifieront les générations futures sur l'autel du profit à court terme. Mais nous ne sommes pas condamnés. Nous avons le nom, la force, le savoir et surtout, nous avons le droit de dire assez. Stop à l'oligarchie, stop à la plutocratie, stop à la corruption, stop à la démocrature, bordel. Mais il est encore temps de changer de direction. Nous croyons en une autre voie, une voie d'espoir, de justice et de solidarité. Une voie qui ne demande pas à chacun de faire des sacrifices pour le bénéfice d'une minorité, mais qui appelle au partage équitable des richesses, à la fin de la corruption, à la transparence et à la compétence. Ce que nous proposons est simple, mais radical dans sa vérité. Reprendre pacifiquement le pouvoir en organisant un soulèvement massif, uni, pour remplacer l'oligarchie actuelle par un gouvernement de transition constitué d'experts dans chaque domaine. Nous, le peuple, nous rassemblerons à 1 million sur Paris pour reprendre symboliquement l'Assemblée nationale. Ce geste fort ne sera ni violent ni destructeur. Il sera une démonstration claire de notre force collective et de notre désir profond de construire un avenir meilleur, ensemble. Imaginons un jour, un seul jour, où 1 million d'entre nous se lèvent, marchent ensemble vers Paris, vers l'Assemblée nationale, sans violence, sans haine, juste avec notre volonté. 1 million de voix qui disent « Ce pouvoir est à nous, pas à eux ». Pas pour détruire, Nous sommes en guerre. mais pour reconstruire. Ce jour-là, nous annoncerons une nouvelle donne. Des élections pour un gouvernement de transition. Pas des politiciens en costume qui promettent la lune, mais des experts, des vrais. Un médecin qui sait sauver des vies pour la santé. Un agronome qui connaît la terre pour l'alimentation. Un ingénieur qui construit sans détruire pour l'énergie. Des gens comme nous, élus par nous, pour nous. Leurs ordres, partager les richesses, soigner les injustices, bâtir un avenir où chacun a sa place. Ce ne sera pas un rêve vague, ce sera concret. Des lits dans les hôpitaux, des salaires qui permettent de vivre, des écoles où nos enfants apprennent à penser, des champs qui nourrissent sans poison. Fini les copains qui se gavent sur notre dos.
Fini les lois votées dans l'ombre pour engraisser les puissants. On inverse tout. Le bien commun d'abord. Pourquoi se mobiliser? Pour mettre fin à la corruption. Les lobbies, les grandes multinationales et les élites économiques capturent nos gouvernements, détournant les décisions politiques au profit de leurs intérêts privés. Nous disons stop. Pendant ce temps, nos urgences ferment, nos profs craquent, nos paysans se pendent. Oui, se pendent. 600 suicides par an, un tous les 2 jours, écrasés par les dettes et les normes. Nos policiers aussi. On paye des factures qui ne cessent d'augmenter. C'est triste, putain, de voir nos vieux sans soins, nos gosses sans avenir, nos terres et notre eau de plus en plus polluées, les services publics qui se dégradent ou disparaissent, et les puissants qui s'enrichissent toujours plus d'année en année. Quelle indignité. C'est une honte. L'urgence écologique est indéniable. Notre système économique actuel, fondé sur l'exploitation infinie des ressources et la destruction des écosystèmes, est incompatible avec la vie humaine à long terme. C'est une honte. Ensemble, nous pouvons mettre en place des politiques environnementales ambitieuses qui préserveront notre planète pour nos enfants. McKinsey crée le parti En Marche en 2016, préparant Macron avant de le conseiller à prix d'or. Le World Economic Forum voit Klaus Schwab se vanter en 2017 d'avoir infiltré les cabinets présidentiels avec ses Young Global Leaders, dont Macron. Ces stratèges de l'ombre prospèrent sur notre dos. Sans sursaut, nos enfants n'auront que des ruines, alors levons-nous. Et si nous instaurions un référendum d'initiative citoyenne? Le RIC, c'est notre voix qui tonne, transparence des budgets, des décisions, des actions, des interventions et des contrats. Conflit d'intérêts. Interdiction des liens avec des firmes influentes. Fini les Kohler, Lacombe, McKinsey. Libérer les médias des milliardaires et rendre obligatoires les points de vue et les projections économiques, sociétales et sociales contradictoires. Bien commun, taxation des grandes fortunes et des transactions boursières. Attribution de bourses pour des ingénieurs, médecins et enseignants. Création et suppression de services publics en fonction des résultats des référendums effectués. Se réapproprier nos terres agricoles, tenter d'atteindre l'autonomie alimentaire bio sur toutes les denrées cultivables ou productibles en France. Une souveraineté saine. Industrie propre, financement et développement du moteur à eau, une merveille technologique, zéro émission, utilisant l'hydrogène extrait de l'eau, réduisant notre dépendance au pétrole et libérant nos routes de la pollution. Un avenir où l'autonomie, le partage des richesses, les investissements et la justice triomphent. Un projet qui satisfait le plus grand nombre et le bien commun. Comment y parvenir? Mobilisons-nous en masse. Chaque voix compte. Si nous sommes 1 million, aucun pouvoir ne pourra nous ignorer. Les forces de l'ordre ne sont largement pas assez, et surtout pas sur la même ville au même moment. Cette mobilisation historique doit être pacifique mais ferme. Nous ne sommes pas là pour détruire, mais pour reconstruire un monde plus juste. Diffusons le message. Parlez-en autour de vous. Partagez cet appel sur les réseaux sociaux. Parlez à vos proches, vos collègues, vos voisins. Chaque personne que nous informons est une personne de plus prête à agir. Exigeons la transparence. Utilisons nos forces, celles des journalistes indépendants, des médias citoyens, pour montrer au monde que cette révolution est juste, nécessaire et inévitable. Il ne s'agit pas de violence ou d'anarchie, mais d'un réveil citoyen légitime. Rassemblons-nous autour de valeurs communes. Au-delà des opinions politiques, au-delà des étiquettes, nous partageons tous un désir de justice, de dignité et d'avenir pour nos enfants. Ne laissons pas nos différences nous diviser. Nous sommes tous concernés. L'heure du changement a sonné. Le moment est venu de nous lever, non pas en tant qu'individus isolés, mais en tant que peuple uni par un même objectif. La fin de la corruption, de l'injustice et de l'exploitation. Nous avons le pouvoir de reprendre ce qui nous appartient. Notre pays, notre planète, notre avenir. Citoyennes, citoyens de France, unissons nos forces et écrivons ensemble une nouvelle page de notre histoire. Le temps est venu de reprendre en main notre destin. Nous sommes 1 million. Nous sommes invincibles.
En se réappropriant la création monétaire, sa gestion, nous pouvons alors retrouver la souveraineté. Un avenir où l'autonomie, le partage des richesses, les investissements et la justice triomphent. Un projet qui satisfait le plus grand nombre et le bien commun. C'est la démocratie qui s'épanouit. Vous qui en avez marre des promesses creuses. Vous qui voulez juste un toit et un avenir pour vos gosses. Vous qui croyez encore qu'on peut faire mieux. Ce mouvement n'a pas de couleur politique, pas de drapeau à part le nôtre. Celui d'une France qui se redresse. On ne vous demande pas de tout lâcher aujourd'hui. Juste de dire oui. Oui à un jour, 1 million, une chance. Putain, mais quand la date viendra, et elle viendra, soyez prêts, bordel. Les obstacles, parce qu'il y en a. Répression soft. L'État pourrait couper Internet, geler les comptes bancaires des organisateurs ou décrédibiliser le mouvement via des fake news. Même pacifiste, une telle action serait vue comme une menace existentielle. Si vous prenez l'Assemblée, qui des institutions existantes? Les puissants banques multinationales ne se laisseront pas faire sans contre-attaque. Le risque que l'État ou les élites jouent la carte de la peur, chaos, terrorisme, pour retourner l'opinion. Nous sommes Quand même. en guerre. Quand même. Je pourrais vous dire ce qu'est le peuple. Le peuple, c'est ce sur quoi s'exerce le pouvoir. Donc le peuple, c'est celui qui s'en prend plein la figure tous les jours. C'est la vérité, tous les jours. Merde, quand Je même. vous dis, c'est ça ma définition. C'est simple. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Je pense que c'est une erreur de penser que les politiques sont impuissants ou incapables ou ne comprennent pas. Si on renverse la perspective en comprenant que finalement ces gens-là servent les intérêts de ceux qui les ont fait élire et qui sont les 1% les plus riches de la population, à ce moment-là, c'est pas du tout une catastrophe. Vous parlez de catastrophe, mais c'est une réussite formidable. Tout se passe comme prévu. La sécurité sociale est détricotée, le chômage se porte à merveille, ce qui permet de tenailler les salaires et d'avoir des bas salaires, donc des hauts profits. Donc tout se passe bien en fait du point de vue des 1% qui se gavent comme jamais. Les banques qui devraient être en prison pour faillite frauduleuse, leurs patrons se font mieux payer que jamais et arrivent maintenant au gouvernement des différents pays. Je trouve que la situation est pas du tout catastrophique pour ceux qui financent les campagnes électorales des élus. Et je trouve que là, donc, de ce point de vue, c'est assez logique. Pourquoi une banque achète Libération? Pourquoi une banque achète Le Monde? Pourquoi le Crédit Mutuel achète le quart de la presse quotidienne régionale? C'est pour gagner les élections et ensuite les élus rendent des comptes à ceux qui les font élire. Le problème, c'est que nos élus ne doivent rien aux électeurs. Ceux qui vont voter, c'est ceux qui regardent la télévision, qui ne sont pas politisés. C'est une honte. Il faut qu'ils passent beaucoup à la télévision. Vous regardez les curseurs, c'est incroyable la similitude qu'il y a entre les courbes de passage à la télé et les résultats aux élections. Il suffit de monter les curseurs des challengers, vous les montez à 10, 15%, ça va donner l'impression de la pluralité. Et puis les deux partis qui ont la même politique de droite dure, qui s'appelle gauche et droite, en fait, ils ont la même politique pour les industriels et les banquiers, les multinationales en fait. Vous les mettez au curseur plus haut et ils vont être élus l'un ou l'autre en fait. Peu importe, ils vont faire la même politique. Et enfin, après 200 ans d'échec du suffrage universel qui permet aux riches d'acheter le pouvoir politique, depuis qu'ils écrivent les constitutions, ces gens-là ont mis en place un système, d'abord censitaire, là au moins c'était clair, et ensuite universel quand ils sont aperçus, début du 19e siècle, ils disaient « je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira ». Et ça fonctionne très bien. Donc le fait de désigner des maîtres au lieu de voter des lois est une imposture politique. Nous ne sommes pas en démocratie. En démocratie, nous voterions nos lois. Nous-mêmes, prétendre que le système est en crise comme si c'était un accident. Mais c'est pas du tout un accident. Les choses se passent comme d'habitude, avec une impuissance politique. Vous avez raison sur l'impuissance politique, mais cette impuissance politique, elle est programmée. Il y a un endroit où il est écrit que le peuple n'a aucune puissance. Ça s'appelle la Constitution. Le problème, c'est que tout le monde s'en fout. Nous nous foutons de la Constitution. C'est bien fait pour nous. C'est pas la faute des affreux qui dirigent, c'est notre faute à nous de ne pas écrire notre Constitution dans laquelle nous prévoirions notre puissance. Le référendum initiative populaire, les élections sans candidat ou les élections avec des primaires et avec l'impossibilité pour les condamnés de se représenter, etc. Et tant qu'on bavarde sur ce que font les représentants politiques qui sont les représentants des riches, on passe à côté de la cause de nos problèmes. Donc, il me semble, ressentant la réflexion sur la cause de nos problèmes, on arrive à trouver des solutions. Un homme, une voix pour voter les lois, pas pour désigner des maîtres. Le fait de nous imposer de désigner des maîtres est une supercherie. Ça donne un résultat plutocratique avec les riches qui dirigent depuis 200 ans. Ça passe. Quel indigne. Faire en sorte que sortir, ce ne soit pas possible. Si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Nous sommes en guerre. Si les gens savaient à propos de la guerre, elle serait arrêtée tout de suite, mais les gens ne savent pas et ne peuvent pas savoir les principes de la propagande de guerre. En guerre. On ne peut pas évidemment dire qu'on fait la guerre pour le pétrole, pour le gaz, pour le fric, etc. Donc il faut travailler l'opinion publique.
Premièrement, en cachant les intérêts. Il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a des gazoducs. Il ne faut pas faire un dessin. En guerre. Le deuxième grand principe de la propagande de guerre, c'est de cacher l'histoire. Et la France, d'en haut, se pose en donneuse de leçons. Le troisième grand principe de la propagande de guerre, il faut absolument diaboliser l'adversaire. Et donc là, on a droit à toute une série d'histoires. Je pense qu'il n'y a pas de guerre propre. Je pense qu'on a vu des atrocités des deux côtés. Le quatrième grand principe de la propagande de guerre, c'est qu'il faut toujours se présenter comme défendant les victimes. On fait toujours des guerres soi-disant humanitaires. On n'est pas là pour protéger les victimes et pour les empêcher. Au contraire, on veut qu'il y en ait plus pour avoir un prétexte d'intervenir. Et le cinquième et dernier principe de la propagande de guerre, c'est qu'il faut monopoliser le débat et empêcher les opinions adverses. Et donc, on a dans les médias français un alignement sur cette propagande. Et donc, quand on voit des gens qui viennent avoir le courage de bombarder, mais pas le courage de débattre devant des gens qui connaissent le dossier et qui ont les arguments contraires, il faut quand même beaucoup se poser la question. Nous sommes en guerre. Si on veut une humanité solidaire et mettre fin aux guerres, il faut voir qui provoque ces guerres. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. On a parlé de mettre des puces RFID sur des nourrissons dans des maternités. Le GPS sera de ce point de vue quelque chose qui sera parallèle à l'RFID, même si l'un et l'autre vont se mêler de façon assez particulière. Est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait stocker sur soi toutes les informations relatives à votre état physique pour ne pas avoir à accumuler des radios, des diagnostics et tout posséder en permanence sur soi? Aujourd'hui, au bout de ça, on parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand ça? Certainement dans les 10 années à venir. On les implante dans nos cerveaux ou dans nos topos. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital. Alors, je vais essayer de visser quelque chose dans votre tête, en fait, de visser dans votre crâne. Il y a deux principes fondamentaux en médecine qui datent d'Hippocrate. Et le premier, c'est d'abord ne pas nuire, primum non nocere. Et le deuxième, c'est de peser la balance des bénéfices et des risques. Ça veut dire, est-ce que vous prendriez un avion pour New York dont vous n'êtes pas absolument sûr que son train d'atterrissage fonctionne? Ça, c'est le risque. Et puis, pour ce qui est du bénéfice, est-ce que vous prendriez un avion pour New York s'il risque d'aller à Moscou ou Chicoutimi? Alors, sur quoi reposent vos connaissances sur cette injection d'ARN messager que vous appelez vaccin? En fait, pour le moment, sur de la propagande disruptive du gouvernement, des médias et de l'industrie pharmaceutique. Et puis l'autre point que vous avez sur les AMM conditionnels de l'Agence européenne du médicament, qui sont basés sur les seules données de Pfizer pour le vaccin Pfizer, et sur les données de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, basées elles-mêmes sur les seules données de Pfizer. Pfizer, qui est cette entreprise philanthrope, bienfaitrice de l'humanité, désintéressée, qui a été condamnée à 2,3 milliards d'euros d'amende pour falsification de données, publicité mensongère et commission occulte en 2009. Qu'est-ce que ça veut dire commission occulte? Ça veut dire des valises de billets, de manière un peu imagée, pour des responsables, des dirigeants et des leaders d'opinion. Qui a été condamné ces 10 dernières années à des millions d'euros d'amende pour les mêmes choses. Vos arguments. Merci beaucoup, docteur Fouché. Merci beaucoup. On est en train de réinventer un modèle. C'est plus dur de le réinventer quand tout n'a pas été détruit. Parce que c'est une transition qu'on vit. C'est ça qu'on vit dans beaucoup de sujets. Mais ça passe. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? S'ils veulent un responsable, il est devant vous. C'est moi, et moi seul. Qu'ils viennent le chercher. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Conscient surtout depuis qu'il y a eu Camille Kouchner, il y avait ses amis politiques, il y avait des amis de sa même loge maçonnique qui l'avaient lâché et qui, eux, ont pu continuer leurs sales petites affaires. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Je n'ai jamais eu de compte en suite Jean-Jacques Bourdin, à aucun moment. Mais ça passe. Cette fausse gauche-là et les journalistes qui à la télé chaque matin sur les ondes de la radio du service public, dans la presse subventionnée par les contribuables, ne cessent de vendre la soupe. Depuis un an, il n'y a eu qui que ce soit protégé ou soustrait aux règles, aux droits de la République. Car c'est ce que nos concitoyens attendent de nous. Mais ça passe.
Que dites-vous Non, je dis qu'il y a des enquêtes qui sont menées depuis des années contre les réseaux pédophiles. C'est pas tout d'un coup depuis l'affaire. Et vous en voyez beaucoup aboutir, vous. Non, je dis pas que ça aboutit, mais enfin, on peut pas dire que ça. On peut pas dire que c'est quelque Alors, ça chose veut dire qu'il y a des trucs qui brûlent. Non, c'est des anarchistes. On fait des enquêtes, elles n'aboutissent pas, et tout ça, ça vous va très bien. Dormez. Non, ne dites pas ça. Est-ce que vous foutez de ma gueule? Je ne connais rien du dossier. Je ne sais pas si toutes ces allégations, sur quoi reposent ces allégations. Évidemment, je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle. Qu'est-ce que vous voulez dire, me promettre que je n'étais pas au courant? Vous voulez que je vous le jure, croix de bois, croix de fer? Les groupes du CAC 40 qui n'ont jamais été aussi généreux avec leurs actionnaires. On a les chiffres, près de 100 milliards ont été versés l'an dernier en dividendes. Les admissions aux urgences pour idées suicidaires ont fortement augmenté, notamment chez les jeunes filles. Mais pour lutter contre le mal-être des adolescents, les structures manquent. Selon la Haute Autorité de Santé, le suicide représente la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans, après les accidents de la route. Je n'étais pas au courant. Peut-être que dans 5 ans, on ne reprendra de pas avoir augmenté les efforts dans la recherche médicale parce qu'il y aura un virus qu'on n'a pas vu venir. Tu vois ? Tu peux prendre le pari là-dessus ? Peut-être que dans 5 ans, quelqu'un viendra me dire « Mais vous n'avez pas vu que les Russes, ils allaient envahir la Pologne ?» Sur 100% de foyers de l'ASE, il y a environ 90%, pour ne pas dire la majorité, qui sont des centres de recrutement de prostituées mineures de moins de 15 ans françaises. Gilets jaunes, quel est votre métier ? Bien sûr, il vaudrait mieux être 5 millions. Sur 68, ce n'est pas grand-chose, au vu du nombre de Français impactés par cette politique mortifère. Alors pour résumer, décidons d'un jour pour prendre l'Assemblée nationale, puis élisons un gouvernement d'experts dans le système de scrutin du jugement majoritaire, puis instaurons le référendum d'initiative citoyenne en toute matière, la révocation des élus et la transparence des choix, décisions, actions ou contrats. Avant tout, reprenons le contrôle de nos médias. Si nous relayons tout ce message en masse, comme dirait Édouard, ça passe. Et ça passe. Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. Le temps du secret bancaire est révolu. Je dis, c'est un principe. Le temps du secret bancaire est révolu. Il faut en finir avec les paradis fiscaux. Car nous n'avons pas à tolérer les lieux où se cache l'argent de la spéculation, du crime et de la fraude. Je vais vous confier une chose. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire. Mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Je veux que nous puissions apporter un toit à toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui sans abri. Le gouvernement s'est beaucoup engagé ces derniers mois dans cette direction et a beaucoup amélioré les choses, mais il y a encore des situations qui ne sont pas acceptables et que je n'accepte pas davantage que vous. Nous continuerons donc l'effort indispensable pour réussir à pleinement respecter l'engagement que j'ai moi-même pris devant vous. Comptez sur ma détermination entière en la matière. Ce que Harari, dans Homo Deus, appelle des dieux et des inutiles, les dieux, vous, qui maîtrisez, contrôlez, managerez les technologies NBIC, les technologies transhumanistes, et les inutiles, les gens moins favorisés, qui auront du mal dans le monde compliqué dans lequel nous rentrons, et les gilets jaunes. C'est la première manifestation de ce gap intellectuel insupportable que nous sommes en train de créer entre les winners, les dieux d'Harari, et les losers, les inutiles. Mais ça passe.
On est citoyenne et citoyen d'un pays qui a déjà eu un président de la République définitivement condamné pour des atteintes à la probité, il s'appelle Jacques Chirac, dont le Premier ministre a été définitivement condamné pour des atteintes à la probité, il s'appelle Alain Juppé, dont le successeur de Jacques Chirac a été définitivement condamné pour une atteinte à la probité, il s'appelle Nicolas Sarkozy, et dont le Premier ministre a été définitivement condamné pour atteinte à la probité, il s'appelle François Fillon. Donc ça veut dire 2 chefs d'État, 2 chefs de gouvernement qui ont été définitivement condamnés pour des atteintes à la probité. Jérôme Cahuzac, le ministre du Budget qui était un fraudeur fiscal, le patron du parti présidentiel, Jean-Christophe Cambadélis, quand il est désigné à la tête du Parti socialiste, est déjà condamné 2 fois, définitivement pour des atteintes à la probité. Aujourd'hui, il faut quand même constater que nous avons une ministre de plein exercice qui va être jugée pour corruption. Nous avons un secrétaire général de l'Élysée qui est mis en examen et probablement être renvoyé devant un tribunal correctionnel pour des faits de prise illégale d'intérêt. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a été la griffure, si vous me permettez l'expression, de l'affaire dite Dupond-Moretti, qui s'est retrouvée devant ce que beaucoup d'hommes et de femmes politiques considèrent comme une sorte de furoncle démocratique, qui est la Cour de justice de la République. Quand même imaginer que nous sommes l'un des seuls pays au monde, à avoir pour les délits commis par des membres de gouvernement en fonction un tribunal d'exception et qui est jugé par des parlementaires. Ça raconte quand même quelque chose. C'est-à-dire que c'est quand même le monde politique qui juge le monde politique. Et je ne connais pas un juriste qui ne discute pas la décision de la CJR sur la relaxe de la Cour de justice de la République pour les prises illégales d'intérêt dont il était soupçonné. Pourquoi je vous dis ça et pourquoi ça me paraît important ? Parce que précisément ce qui vous occupe, la délinquance financière, la corruption, par définition, c'est la rencontre du pouvoir et de l'argent. Ça concerne assez peu les nécessiteux. Et je vous dis ça parce que dans ce type de dossier, ce que je vois d'où je suis, c'est que les mises en cause, par définition, sont des gens puissants. Ils ont des réseaux médiatiques, des réseaux financiers, des réseaux politiques. Et pourquoi je dis ça ? Parce que les mises en cause dans ce type d'affaires ont la capacité d'imposer un narratif dans la conversation publique autour de ces affaires-là. Dans ces dossiers-là, un ancien président mis en examen peut aller pendant 27 minutes aux 20h se défendre. Puis quand ce même ancien président de la République est remis en examen en 2020 pour association de malfaiteurs, il va 45 minutes sur le plateau de la première chaîne d'infos en continu. Quelle indignité. Souvent, les mises en cause ont justement la capacité, les mêmes qui demandent la tolérance zéro pour la délinquance du quotidien, la délinquance de droit commun, ont la capacité à s'inviter justement dans les médias pour faire le procès de la justice. Les mêmes vont à la radio, à la télé, pour dire que le problème dans ces affaires, c'est la justice. Les juges d'instruction ont été attaqués nommément par ce même ancien président de la République. Quelle indignité. Quand il a été mis en examen ou quand il a été condamné. La première des racines, c'est le sentiment d'impunité. Qu'ils viennent le chercher. Qu'est-ce qui fait que Jérôme Cahuzac, fraudeur fiscal, il le sait lui, qu'il a un compte en Suisse et à Singapour, et il accepte de devenir le ministre qui doit, du point de vue du gouvernement, lutter contre la fraude fiscale. Qu'est-ce qui fait que Claude Guéant, déjà définitivement condamné pour avoir détourné l'argent de la police, laisse traîner dans son secrétaire de son appartement la trace d'un virement de 500 000 € qui va causer sa perte dans l'affaire des financements libyens. L'ancien directeur général de la police nationale, ministre, préfet, secrétaire général de l'Élysée, c'est le sentiment d'impunité. Qu'ils viennent le chercher. Puisque vous vous intéressez aux racines, je pense que c'est une racine qui est absolument très ancrée sur les atteintes à la probité. Le rapport, pour les années 2016 à 2021, elles ont explosé de 28%. D'après le ministère de l'Intérieur, plus 28%. Est-ce que vous en avez entendu parler ? Est-ce que ça fait l'ouverture des journaux ? Est-ce que ça a suscité un débat politique au sein de l'exécutif pour dire plus 28%, vous imaginez plus 28% d'accidents de la route ? On dirait qu'il faut un plan national de sécurité routière. Vous imaginez s'il y avait plus 28% pour les cambriolages à Paris ? Les autorités locales parisiennes diraient faut un plan là, de lutte contre les cambriolages à Paris. Plus 28% des atteintes à la probité. Le crime financier s'adapte toujours.
Et il a les moyens de s'adapter vite. C'est pour ça que c'est un écosystème général. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de ces questions-là si on ne parle pas d'un côté de la volonté politique, de l'autre de la force des lobbies, ici du sentiment d'impunité, là de la mobilité des paradis fiscaux, ici de la faiblesse des contre-pouvoirs, là encore du peu d'appétence médiatique pour ces questions-là dans un pays où l'essentiel des médias, je suis désolé de le dire, appartient à des capitaines d'industrie qui ont eux-mêmes des problèmes pour une grande partie avec la justice financière. Peut-être que ça n'aide pas, ça, à ce que dans les médias concernés et détenus par ce type de responsables économiques pour se dire que c'est peut-être intéressant pour le grand public. Vous savez, moi j'entends toujours ces affaires elles sont compliquées. Je ne comprends pas cet argument. Je veux dire, notre métier c'est quand même de rendre accessible ce qui est compliqué. Le crime s'adapte. Comme s'il y avait d'un côté les stupes, de l'autre le crime de sang. Ici, la criminalité organisée. Là, le financier. Comme s'il n'y avait pas ce que les spécialistes appellent des phénomènes d'hybridation. Il y a des lieux de l'hybridation. L'affaire dite de quota carbone est une histoire incroyable d'hybridation entre le crime et les cols blancs. C'est même la fusion, j'ose dire, chimiquement pure de cette histoire. Mais ces phénomènes existent aussi, y compris avec une partie de responsables qui ont des charges publiques. Michel Thomy, c'est quelqu'un qui avait un pied à la fois dans des phénomènes mafieux insulaires, dans le monde des jeux et dans le monde politique. Il a été condamné dans une affaire concernant un ancien ministre, l'affaire des financements libyens. Il y a un des prévenus qui s'appelle Alexandre Joury, qui à lui seul pourrait incarner ce que j'essaye de vous dire sur les phénomènes d'hybridation. Et pour lutter face à cela, c'est vrai que nous avons des services enquêteurs, qui de la gendarmerie, qui de la police, qui des douanes, qui, y compris dans les parquets spécialisés, s'attachent à un type de délinquance et coopèrent peu entre eux pour essayer, je dis pas que ça n'existe pas, mais pour essayer de partager l'information et avoir une vision d'ensemble. Enquêter dans un sens, ça on sait faire, pour trouver un peu de la drogue qui circule, un peu, parce que c'est infinitésimal ce qu'on saisit par rapport à ce qui circule, mais dans l'autre sens. Faire l'enquête dans l'autre sens pour remonter les flux financiers, c'est ça. Enfin, on n'est pas face à des philanthropes, ils font ça pour l'argent. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Je revendique l'immaturité et l'inexpérience politique. Moi, je suis socialiste. Et je l'assume. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Pour ma part, je suis de gauche. Alors à l'époque, j'étais pas de gauche. Vous n'avez plus rien à voir avec le Parti Socialiste. Mais je ne suis pas au Parti Socialiste. C'est un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. Monsieur Macron, vous nous dites « je ne suis ni de droite ni de gauche ». Je n'ai pas dit ça ainsi. Non, mais je suis désolé de vous dire, on se fout des programmes. Ce qui importe, c'est la vision. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Parce que moi, l'art français, je ne l'ai jamais vu. Et on est tous des enracinés. Et donc, parce que nous sommes des enracinés, il y a des arbres à côté de nous, il y a des rivières, il y a des poissons, il y a des frères et des sœurs. Je pense qu'il y a toujours une part de transcendance dans la politique. Il y a les deux. Mais vous n'êtes pas un illuminé. Non, je vous rassure. Vous n'êtes pas Raël. Non. L'argent ne se mange pas. Il ne se mange pas, je confirme. Il ne se respire pas. La vie d'un entrepreneur, elle est bien souvent plus dure que celle d'un salarié. Faut jamais l'oublier. Parce qu'il peut tout perdre, lui. Les pauvres qui ne peuvent pas voyager, voyageront plus facilement. Oui. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Je pense que si j'étais chômeur, je n'attendrais pas tout de l'autre. Vous êtes en mission. Oui.
C'est comme ça que je le vis. Je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse. Qui vous dépasse. Qui vous a précédé et qui restera. Et même Besson a bien aimé. Je te parle tout seul. Non, il y a un principe, c'est que je te parle tout seul. Dis-moi plutôt oui ou plutôt non. Est-ce que c'est plutôt oui? Non, mais plutôt oui quand même. Mais chérie, on parle à deux. Là, si je passe en ce moment sur toutes les chaînes en disant ça, j'aurais l'air intelligent comme ça. Pas ouvert le canal. On l'a ouvert à M. Macron, président. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Pardon, moi j'ai pas d'amis, Monsieur Bourdin. Non, j'ai pas d'amis. Le Gaulois, réfractaire au changement. Dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je vais où ils me disent pas qu'ils cherchent des gens. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Et une gare, c'est un lieu où on croise. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. J'essaie d'aller au bout. Deuxième chose, on l'a vu ce matin à travers le campus. Ça chatouille et ça gratouille. C'est pas du tout le cas. Je suis lucide. C'est... Ta gueule. Tu vais t'arracher les yeux, tête du cul. Donc tout le monde est d'accord pour la 3e candidature de Emmanuel Macron. Tu serais pas un peu questionniste, toi? Les planches à billets ont tourné comme jamais et ils ont peut-être été un peu trop loin et un peu trop vite. Donc c'est bien. Ce qui est bien dans un plan, c'est qu'il n'y a rien qui se déroule comme c'était prévu. Ouais. Et dans le plan, ça devait pas aller aussi vite. Bon, ça va plus vite que prévu. Et le problème, c'est que les gens se rendent compte de plus en plus rapidement de ce qui se passe. Donc préparez-vous. J'ai pas la prétention d'apporter quoi que ce soit à la France personnellement parlant, mais je sais que toi et moi, plus Steph, plus tous les collègues qui sont la main dans la main, on apporte tous quelque chose à la France. Parce qu'on est des travailleurs, c'est nous qui nous permettons de nourrir la France, de pouvoir faire briller la France à l'étranger de par notre métier ou notre savoir-faire. Nous, tout seuls, on n'est rien. Ensemble, on est quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'on rentre dans un système de fascistes capitalistes. Ouais. Où on te donne l'illusion que la liberté, c'est de consommer, alors que tu l'achètes, la liberté. À crédit, encore pire. En fait, ça dépend de ceux qui en font. Mais on en est là aujourd'hui. On rentre dans un fascisme capitaliste où on va avoir les super riches, les méga pauvres, rien entre les deux. Et toi-même, tu sais que dans chaque société fasciste, les privilégiés vivent bien. Ah, la haute bourgeoisie se gave, hein. T'inquiète pas. Ça va bien pour eux. Hein. Ça ira bien pour eux. Donc est-ce qu'on arrive à ça? J'en ai l'impression et ça fait peur. Et on est des terres de chez des terres, pas comme les autres collabos faites à la saucisse, ouais. Alors quand tu dis collabo faites à la saucisse, développe Ah bah je vais développer très simplement parce que toutes les réunions auxquelles on participe, tous les dossiers qu'on accompagne, à chaque fois les salariés ne sont pas défendus, voire même ils négocient des conditions en la défaveur des salariés. Ils en obtiennent encore moins que ce qu'ils avaient à la base. Ils se gavent allègrement de subventions. Ils n'accompagnent aucun salarié, ils sont inexistants en entreprise. Ils essayent de nous corrompre en direct dans les réunions. Ils nous disent, bah alors le syndicat Gilets jaunes, vous signez à partir de combien l'accord? Ils se cachent même pas. Ils sont là en réunion, ils te disent... Tu balances tout là? Ouais, je balance tout, j'en ai rien à foutre. Je suis pour la récupération de notre représentativité et qu'on aille foutre en l'air tout ce système représentatif. Et à chaque fois qu'on se retrouve dans les réunions syndicales, systématiquement, tous les syndicats représentatifs ne sont pas là pour faire du syndicalisme, pour négocier, mais c'est les partenaires du patronat. Ils sont main dans la main, ils bouffent ensemble, dans des châteaux, petits fours, ils signent les accords systématiquement, ils font même pas semblant de se battre.
Je le dis aussi pour tous les bases syndicales, parce qu'il y en a qui sont de bonne foi dans les bases syndicales, qui veulent faire du vrai syndicalisme, mais qui sont juste naïfs concernant leur fédération et leur confédération. Pourquoi on a tout perdu depuis 40 ans dans ce pays? Pourquoi tous les conquis sociaux de nos anciens partent en fumée année après année? C'est bien qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. C'est bien que les syndicats ne font pas le taf. Point. Il n'y a pas de secret, c'est un état de fait. Point. C'est comme ça. Et je défie quiconque de me dire le contraire et de me prouver le contraire. Là, grosso modo, c'est 12 milliards qui est sur la table. Le truc des retraites, c'est sur 12 milliards, il n'y a plus de pognon. Ok. Mais les intérêts cumulés de la dette publique depuis 73, la fameuse loi Pompidou-Rothschild. Bon. On ne sait même pas combien c'est, mais c'est plus de 2000 milliards d'euros. Et là, personne n'était au courant. Et puis ça les intéressait pas. Ils nous disaient, ah mais c'est pas le sujet. Non. Le fascisme sanitaire, les mecs, ils étaient dans la collaboration la plus totale. Martinez disait, c'est envisageable pour les salariés l'obligation vaccinale. Combien l'organisation des élections TPE a coûté à l'État et combien chaque organisation syndicale a dépensé pour faire campagne? Madame, je vous ai dit rapidement. Si je dis rapidement, c'est rapidement. Mais ce n'est pas une réponse, excusez-moi. Vous êtes le ministère du Travail, donc je pense que vous avez cette information. Mais je vous demande encore une fois d'avoir une attitude correcte et respectueuse de l'administration et d'agents publics, s'il vous plaît. Quand vous avez le syndicat Gilets jaunes qui demande quel est le montant alloué aux différents syndicats pour qu'ils puissent faire campagne et que le ministère du Travail ne veut pas donner les chiffres alors que c'est de l'argent public, c'est notre argent. Le syndicat Gilets jaunes est mal vu par les autres syndicats parce qu'ils veulent jouer la transparence. Premièrement, ils veulent filmer les réunions syndicales et patronales, avoir une transparence claire, nette et précise de ce qui se dit pendant les réunions. C'est pour ça que les autres syndicats ne sont pas d'accord. Et ben aujourd'hui, on est là. Pourquoi les gens ne s'organisent pas pour aller envoyer se faire foutre les syndicats et faire des vrais trucs? Regardez ce qui se passe, renseignez-vous sur un syndicat qui grandit de plus en plus dans les entreprises, qui s'appelle, je crois, c'est syndicat Gilets jaunes ou syndicat des Gilets jaunes. Tous les autres syndicats se chient dessus à l'idée que ce truc-là arrive dans les entreprises. Parce qu'ils ont essayé de cadenasser tout ça et ils sont en train de se faire avoir à leur propre jeu parce que les gens s'organisent. Donc arrêtez, je vous en supplie, de croire à ce jeu politique qui vous tient sage.